Ça faisait très longtemps qu'on voulait parler de patriotes. Aujourd'hui, on a trouvé un invité hein, qui non seulement on va faire un petit peu là, vraiment un gros survol là, de l'histoire des patriotes, mais on va se concentrer surtout sur les clans familiaux. Où est-ce que notre invité, Réal Hood, qui a écrit plusieurs livres là, sur le sujet, puis spécialise là, dans les pouvoirs des clans familiaux qui est transmis de génération en génération, et ça depuis hein, les débuts de la Nouvelle-France. Alors, ben, c'est un invité qu'on avait très hâte de vous présenter, puis on vous le présente à l'instant, Réal Hood. Alors, on est en compagnie de Réal Hood. Réal, ça va bien? Oui, ça va bien, Eric. Je suis très heureux d'être avec vous. Oui, mais merci d'être avec nous, c'est super apprécié. Réal, tu as écrit plusieurs ouvrages sur le sujet des patriotes, plus précisément sur les clans familiaux. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet d'aujourd'hui? Ben, c'est le hasard des choses. J'avais commencé à établir ma filiation généalogique. Bon, il est arrivé deux événements. Mon grand-père maternel, il est mort il allait avoir 99. Quand Et même. 2 semaines après, mon fils y est né. J'ai comme été pris dans une espèce de désir de connaître mon histoire. J'étais j'étais heureux de voir mon fils naître, mais j'étais triste de voir mon grand-père partir, mais j'aurais aimé ça que mon fils connaisse mon grand-père, qui était un personnage que j'aimais beaucoup, avec qui on faisait les sucres puis tout ça, là. C'était un monsieur qui était très intéressant, qui parlait pas beaucoup. Puis je me suis rendu compte quand il est décédé, aïe, aïe, je connais pas grand-chose de ma famille. Donc, je me suis intéressé à ça, puis en établissant la généalogie, ben, j'ai rencontré toutes sortes de personnages. J'ai découvert les ancêtres acadiens, puis j'ai découvert aussi un ancêtre anglais qui a déporté les Acadiens aussi. On ne choisit pas tes OK. ancêtres. Puis à Ouais, un Ouais, c'est moment très donné, je spécial. bien. commence à chercher. Puis là, je découvre un personnage qui s'appelle Louis-Renaud Blanchard, député de Saint-Hyacinthe de 1830 à 1838. Là, j'ai dit, Quand wow, même. il y a quelque chose là, là. Il était dans des bonnes années en Et plus. ouais, et puis là, je découvre que c'est un ancêtre qui était là à l'Assemblée des Six Comtés, qui Ouh. était député patriote. Et puis là, je me rends compte, moi, je viens de la rive sud de Montréal, qu'il y a zéro mémoire de ça à Saint-Hyacinthe. Ah. Et là, ça m'a comme. J'ai dit, comment Moi, ça se moi, je trouve ça fâchant, ça. fait? C'est des gens qui se sont vraiment beaucoup impliqués pour le peuple qu'on est maintenant. Oui, oui. Puis ça a passé Ben, il n'y comme avait dans le pas de beurre. mémoire. Puis c'est là que je m'aperçois que on a de la mémoire de tous les autres députés patriotes. Pourtant, c'est le seul qui a été élu à deux reprises de suite, à l'élection de 1830, 1834, jusqu'en 1838, quand on a fermé le Parlement là, à la suite de la première rébellion. Et là, je me suis dit, là, il faut que je fouille. Là, ça a comme piqué ma curiosité. Puis ça Ouais. s'était pas transmis dans ma famille, ça. Parce que ma grand-mère, qui est son arrière-petite-fille à ce député-là, est née à Lowell, Massachusetts, fait qu'elle avait quitté Oh, la région de Saint-Hyacinthe pour les États-Unis. Donc, ça aussi, c'était un pan de l'histoire qui m'intéressait. Donc, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça qui me sont arrivés. Puis du côté de la famille, il n'y avait pas de traces. Mon père, il faut qu'on compreniez que mon père, pendant la guerre 43, il était placé au pensionnat. Et il n'a Wow. pas été élevé avec sa famille. Fait qu'il me dit, Réal, Ouais, fait qu'il n'y a rien de je peux mémoire, pas là. t'aider, il va falloir que tu fouilles dans les livres. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette période-là, à l'histoire de la famille, pas juste de cette période-là, mais entre autres ça. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des courants de pensée, même à l'intérieur du Parti patriote, des clans Ben qui oui. n'était pas toujours. C'était un peu comme souverainiste ou fédéraliste à notre époque, hein. Parti conservateur, Parti libéral chez les fédéralistes, c'est pas nécessairement des amis. Hein, c'est Ouais. comme du Québec solidaire, Parti québécois, c'est pas nécessairement des amis. Oui, les Donc, souverainistes, les c'est ça. nationalistes, les séparatistes. Ben, il y avait toutes sortes de clans. Et là, c'est là que j'ai commencé à fouiller puis à m'apercevoir que il y avait de la matière, puis on n'en parlait nulle part. Fait que c'est pour ça que c'est souvent ça. Moi, je veux pas faire Ouais. de l'histoire pour répéter ce qui est déjà connu. Hein, quand on cherche en histoire, on veut trouver des choses un peu nouvelles. Et c'est là que l'idée du clan familial et politique, pour moi, ça a été le point de départ, hein. Je voulais comprendre c'est qui ces gens-là. C'est le côté généalogique, hein, le côté des. Mhm. Il faut jamais oublier qu'à l'époque, les mariages étaient des mariages souvent arrangés, là. On oublie hein, la Ouais. femme comme son but, c'était de
procréer, hein, puis une affaire d'homme, la politique, là. Donc, Ouais. c'est un peu ça le but, le début de l'histoire. Puis j'ai découvert tout le clan familial Reynaud-Blanchard. J'ai publié un article dans un cahier d'histoire de la Société de Belleuil, Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, il y a quelques années, sur le clan Reynaud-Blanchard, parce que j'ai découvert que Joseph Toussaint de Rollet, qui était le vice-président de l'Assemblée des Six-Comtés. Sa mère, elle s'appelait Renaud Blanchard. Je découvre qu'un autre député à Saint-Hyacinthe, Louis Poulain, sa mère aussi, c'était une Renaud Blanchard, qui était la sœur. Lui était le frère de l'épouse de Louis Renaud Blanchard, Angélique Poulain. Donc là, j'ai découvert un clan. Puis là, je découvre que Jean de Saulles, le seigneur de Saint-Hyacinthe, qui était aussi un député, ben, il avait épousé la sœur de Louis-Joseph Papineau aussi. Puis là, je commence à découvrir toutes Ouais, ces il se affaires-là. passait pas mal de choses dans ce coin-là. Oui, Là. Il y avait oui. beaucoup de. C'est beaucoup le même clan en plus. C'est quand même Oui, intéressant. oui, c'est pour ça que ça m'a intéressé, que pourquoi on en parle. Il y a une rue des Saules, il y a une rue ici, il y a une rue ça, mais il n'y a pas de trace du seul député qui a été élu 2 fois. Et ça m'a Il va un falloir peu... régler ça maintenant. Ben, je l'ai fait une conférence une fois à Saint-Hyacinthe, qui ont dit qu'elle allait réfléchir à ça, là. Donc, OK. ça ne m'appartient pas, je crois, à Saint-Hyacinthe, là, mais... OK. Mais avant de parler de l'époque des Patriotes, je pense qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière, hein. Si tu pouvais nous expliquer c'est quoi les familles d'influence là, au niveau des Canadiens, lors et un peu après la conquête. Ben, c'est sûr que si on prend juste avant la conquête, les grandes familles seigneuriales, c'est un système féodal. Il faut jamais oublier qu'on est issu d'un système féodal français, hein, puis après, c'est le système féodal anglais. Mais quand on voit à l'origine des deux systèmes féodaux, c'est des cousins, tout ce monde-là. Ouais, Faut oui, jamais oui, oui. oublier ça, que les Anglais-Français, il y avait, hein, souvent, c'était des Espagnols, c'est pareil, hein, donc, c'est tout du monde apparenté parce que tu te mariais dans ta même caste, hein, dans ton même, le même niveau social. Donc, Ouais, les seigneurs ici en Nouvelle-France, ben, la plupart, c'est des gens, il y en a qui ont hérité du titre de seigneur par leur qualité. Je pense à Pierre Boucher de Boucherville. Pierre Boucher qui était arrivé comme jeune adolescent, puis qui apprend ouais, les langues autochtones, puis il se marie, son première épouse, c'est une autochtone, hein. Les gens ne savent pas ça. Il y a eu un enfant, mais ils vont mourir, l'enfant et la mère. Il va se marier après ça avec Crevier, puis il va avoir 15 autres enfants. Sauf que lui, c'est son talent. Hein, parce que son père, Gaspard, c'est quelqu'un qui était un colon comme les autres, ouais, tu sais, un menuisier, un ouvrier, tu sais, ou un agriculteur, là. Donc, Pierre Boucher est un personnage qui gagne des galons. Il devient un des seigneurs. Mais il y avait d'autres seigneurs. Il y avait des familles seigneuriales qui sont issues de la ouais. noblesse, comme les Juchereau du Chesnay, puis d'autres personnages comme ça. Sauf qu'on voit apparaître une espèce de culture. On reprend le système seigneurial français, bien entendu, et on a plusieurs seigneuries qui se transmettent de génération en génération. C'est ça le principe, la primogéniture masculine, hein. C'est souvent le premier garçon qui a souvent le même prénom que le père en général, là, qui va hériter de la seigneurie. C'est comme ça que ça se passait. Il arrive la conquête. Oui, il y en a qui sont repartis en France, mais pas tant que ça. Moi, j'ai été surpris. Les gens vont plutôt décider de conserver leur seigneurie, hein, il y a un petit pouvoir ici, et qui vont Ouais. porter allégeance à la nouvelle couronne. OK? Je donne un exemple de mariage mixte dès les débuts, après la conquête. Tu as le quatrième Charlemagne qui décède en 1755. Sa veuve va marier William Grant, qui va devenir le seigneur de Longueuil à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a un changement d'allégeance qui s'est fait. Puis les seigneurs vont continuer leur travail. Puis il y a des seigneuries qui vont être achetées par des Anglais, bien entendu. Puis en travers de tout ça, tu as les Acadiens qui, au début, arrivent ici, hein, il y en a qui arrivent ici. Puis là, horreur, en 1759, arrivent les Anglais. On s'imagine le sentiment de détresse de ces gens-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le registre, la paroisse Notre-Dame de Québec en 1757 et 56 à 1758. Le curé Réché de Québec, là,
Il a travaillé fort, le monsieur. C'était quasiment à tous les jours des funérailles d'Acadiens. Ouais, c'est fou. C'était quelque chose. Fait que c'est toute une époque, moi, qui me fascinait. Hein. C'était qui ces gens-là? Qui a pris soin des Acadiens? Qui a pris soin des gens à l'époque? Puis comment le pouvoir s'est transformé aussi, là. OK. OK. Mais tu parlais d'Acadiens à Québec là, en 1757-58, l'époque 56, jusqu'à 58, là. 58-58. Tu veux préciser, c'est pas des Acadiens qui sont déportés, c'est des Non, c'est Acadiens des qui gens sont probablement réfugiés. qui ont fui dans le bois. Il arrivait, moi, j'ai Ouais. un couple d'ancêtres, Claude Godet, Marie Giroir, là. J'en ai parlé dans un de mes livres, là. Claude Godet et Marie Giroir arrivent avec leurs enfants à Québec, puis en 1757, puis en arrivant, la madame a meurt, puis un de ses enfants aussi, parce qu'ils sont tellement épuisés. Imaginez le traumatisme, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ont été déportés un peu partout, hein, monsieur, Hmm. tu sais, il y a des ouvrages là-dessus. Oui, oui. Il C'est y en a qui c'est- ont été déportés puis qui ne sont pas ils n'ont rendus. pas rendu. Il y en a qui ont fui par la forêt. Parce qu'imaginez, là, si on fuit par la forêt, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis Assez loin, avec ça, tous les là. dangers, puis dans le temps, il n'y a pas de route, là. Ah Donc, non. tu survis en forêt, etc. Tu Ouais, arrives puis à ça prend Québec, quand même, c'est une trotte là, pour se c'est retrouver une à. trotte. Puis il y en a qui sont arrivés en bateau, il y en a qui ont Oui, il fui y en en a. Mon bateau. ancêtre Hébert, moi, était venu C'est en ça. bateau. C'est ça. Mais ils arrivent quand même à Québec avec un. Ils ont vécu un traumatisme. Hein. Hmm. Ah oui, Une c'est. sorte de génocide, hein, on peut dire ça. C'est dans ce sens-là que ces gens-là qui arrivent à Québec, moi, quand on regarde le registre de la paroisse, c'est quand même au niveau humain, là, il y a quelque chose de très. C'est nos premiers réfugiés politiques, là, ouais, Ouais. on peut OK. dire. Puis pour en revenir à c'est qui ces familles-là d'influence, justement, bon, t'en as nommé une, mais c'est qui là, qui est en place au niveau des Canadiens français, puis qui va rester ici, puis qui va Ben, la plupart des seigneurs vont rester ici, là. La plupart. Il y a quelques-uns qui vont s'en aller en France, là. Mais la Ouais, plupart, j'imagine que c'est plus payant pour eux autres de s'occuper d'une seigneurie ici que d'aller à quelque part qui n'ont pas de terrain, là. ben, il y a ça, puis il y a aussi que la couronne française ne sont pas intéressés. Il y a comme un abandon là, de ça, là. Le roi de France il en a cure là, de la Nouvelle-France. Il s'en fout là, carrément, là. Faut jamais oublier cette partie-là aussi. Là. Je veux bien là, qu'on. Oui, c'est nos cousins, mais tu sais, c'est comme Napoléon qui a vendu la Louisiane. Il n'y en avait rien à faire de la Louisiane, là. Tu sais, c'est un peu plus tard, là. Donc, C'est Voltaire qui disait qu'en Amérique, il y avait juste quelques arpents de neige. ouais, c'est ça. Bon, fait que dans les faits, les seigneurs vont rester en place et c'est à l'avantage aussi du pouvoir anglais parce que ils ont déjà, ils vont leur dire, regarde, tu veux garder tes privilèges. C'est un même système féodal. La seule Hmm. chose qui change, c'est l'allégeance parce que c'est le même fonctionnement. Et les gens, ben, regardez votre seigneurie, vous portez allégeance à la couronne, hein, le serment du test, là. Et en 1774, ben là, c'est l'acte de Québec, puis là, on reconnaît l'Église catholique et on garde nos notaires. Hein. Ça, c'est un grand avantage au niveau de Oui. l'histoire parce que on garde tout notre système administratif français. Ça, là, c'est une grande richesse. Hein. Les gens, faut le dire. Si on peut reprocher plein de choses à l'Église catholique, que j'en suis aussi, sauf que l'Église catholique est une formidable machine administrative. Un enfant naissait, il y a un acte de baptême, il y a un document. Un couple se marie, on nomme les parents des mariés, ce qui n'est pas le cas Hmm. chez les anglophones tout le temps, et on a la trace. Oui, puis pas Quelqu'un, juste qu'on les nomme, la femme, elle garde le nom, oui, le ça nom de ses c'est vrai. parents. Elle garde son C'est nom de jeune fille. exactement, Quand, ça quand, c'était quand vrai. on, quand on regarde les registres dans d'autres endroits que notre territoire à nous, souvent, tu sais, juste si on a des ancêtres qui sont allés pendant la Révolution industrielle aux États-Unis, le nom va changer. Puis en plus, ils ne faisaient pas attention au nom français, c'est encore pire. Il Mais y a ça ça. rend ça vraiment difficile, là. Exactement ce que vous dites est juste. Nous, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la tenue seigneuriale, création du Canada. Après ça, il va y avoir
le déplacement que la femme perd son nom avec les nouveaux codes civils. Ça, j'en ai parlé dans ma thèse de doctorat, là, qui est justement sur la pratique du mariage. Donc, je vois l'évolution de cette pratique-là. Mais effectivement, c'est intéressant. Puis quand quelqu'un meurt, ben, il y a une funéraille. Quand on achète un terrain, bon, on allait chez le notaire. Quand tu avais un testament, tu allais chez le notaire, Les contrats de etc., mariage, etc. etc. Ça, c'est Ben, on extraordinaire parce que ça, on est probablement les seuls au monde à vivre ça, là. On n'a Oui, pas ce de- qui fait que si tu es capable de remonter assez loin pour que les documents soient pas Oui, confidentiels, c'est ça. généralement, il y a des fois, tu vas tomber sur un mur, là, mais généralement, tu peux remonter, là, puis ça s'établit à chaque fois, puis tu peux remonter là, jusqu'au début de la colonie, là. Quelqu'un qui Effectivement. commence à faire de la généalogie aujourd'hui, la semaine prochaine, il est capable de connaître ses ancêtres du début de la colonie. Absolument. S'il y a un peu de travail, Oui, mais ça se fait. C'est sûr que de temps en temps, tu as un registre qui a été bon, la façon de tenir, de prendre soin des documents, ça dépendait des endroits. ouais, il y Des en a fois, il aussi y qui a sont des passés au registres qui ont feu. disparu. Des fois, bon, le missionnaire est en canot, puis le registre tombe dans l'eau avec lui. Bon, il est arrivé un certain nombre d'accidents dans l'histoire, mais on peut dire qu'on a une grande majorité de des documents qui ont été conservés. Et ça, faut dire merci quand même à l'Église catholique pour ça. Tu parlais tantôt de l'acte de Québec. Bon, moi, ça, c'est une chose que j'ai un petit peu appris là, avec toi parce on entend souvent dire hein, que l'élite française est partie après la conquête. Puis bon, Et qui nous ont selon abandonnés. tes recherches, c'est pas tout à fait ça. Il y en a effectivement, mais c'est pas la majorité. Euh, moi, je trouvais ça intéressant là, comme apprentissage. Ceci étant dit, ces gens-là restent dans un système féodal là, qui est semblable là, à ce qu'il y avait avant. Tu parlais de l'acte de Québec, là, où est-ce que là, les autorités britanniques vont en donner un peu plus là, aux marchands britanniques et aux Canadiens français pour pas qu'on s'allie avec les Ben, c'est Américains. sûr qu'il y avait ça là, dans l'air, ouais, Il y avait effectivement. ça dans l'air. Puis bon, effectivement, entre 1775 puis 1783, il va y avoir la guerre de l'indépendance des États-Unis qui va par la suite amener les loyalistes dans la province of Québec. Peut-être si tu peux nous expliquer, là, on parlait du système féodal, mais si tu peux nous expliquer c'est quoi le système politique là, à Ben, l'époque. ça bougeait beaucoup. Quand il y a l'acte de Québec 1774, c'est sûr que dans l'air, il y a des bouleversements en France, il y a des bouleversements dans ce qui va devenir les États-Unis, les colonies anglaises. Faut jamais oublier que aussi la Louisiane, c'est français à ce moment-là. Hein. Donc, les colonies, les États-Unis, au début, c'est la partie de l'Est. Hein. C'est la partie Oh des oui, c'est À pas le côte. territoire jamais qu'on connaît oublier ça, maintenant, là. Ça n'a là. rien à voir avec ce qu'on connaît Tu sais, maintenant. le golfe du Mexique ne touchait aucunement aux États-Unis à ce Et il moment-là. s'appelait le Golfe du Mexique Il s'appelle parce que encore le golfe du oui, Mexique. et le Mexique est plus ancien que les États-Unis, il faut jamais Ouais. l'oublier, là. Donc, ça, juste un petit mot d'histoire pour quelqu'un qu'on pense, là. Donc, écoutez, cette époque-là, elle était trouble. Imaginez la couronne britannique, là. Ils voient que ça, c'est en train de se détériorer à grande vitesse en France. Il faut jamais oublier que ces couronnes-là, même s'ils ont été des adversaires, ils ont des liens de famille, hein. Il y a beaucoup Oui, de oui, temps oui, dans tout les à deux fait. Puis couronnes. les Anglais ont déjà eu des territoires en C'est France. ça. Donc, Et le ces contraire. gens-là voient bien que ça grouille puis ça grenouille. Oui, puis ils veulent pas que la même chose se passe chez eux. Exactement. Puis ils voient de l'autre côté, oh, les colonies anglaises font la même chose. Donc là, il y a quelque chose qui grouille. Puis là, on se dit, hey, on ne perdra pas le Canada en plus, là. Donc, Ouais. il y a comme la démocratie s'installe tranquillement. C'était, avait commencé en Angleterre déjà. Et le génie, quand même, il faut leur donner ça, des Britanniques, c'est qui ont, la couronne britannique a permis le développement d'une forme de démocratie, ce qui n'était pas le cas chez les Français. Non, non, Et non, pas ça tant. finit avec le roi qui s'est fait couper la tête. Aux États-Unis, ben, la création des États-Unis arrive là. Donc, on a créé un système politique, une monarchie constitutionnelle ici hein, au Canada. 1791, on écrit le texte, mais 1792, 92, ça devient effectif.
Et ça, c'est très, très intéressant. Moi, c'est cette partie-là, tout ce travail-là, où, imaginez, là, tu as les francophones du Québec. OK? Ça veut dire qu'il y a des Anglais qui ont été bienveillants, qui ont dit, OK, on embarque avec vous. Donc, l'acte de Québec, il y a comme une reconnaissance que vous existez comme nation un peu distincte. Mon Dieu, ils n'ont pas dit ça de même dans le temps. Ça date de 1987, là, 90. Mais vous comprenez qu'il y avait comme quelque chose qui a Il été reconnaissait le concept de c'est ça. Canadien, Donc, là. oui, c'est ça. Donc là, il y a eu une discussion, il y a eu des rencontres entre les hauts gradés anglais, l'élite anglophone et l'élite francophone, les seigneurs. On crée la démocratie ici. Vous savez qu'on est une des plus anciennes démocraties Mm. au monde. Hein. Avant Ouais. ça, ça date du temps des Grecs. Mais Ouais, dans mais c'était pas les pareil. modernes, là, dans les démocraties modernes, Mm. le Québec, Canada, on est une des plus vieilles démocraties au monde. Et ça, c'est important. OK? Et là, on voit, c'est sûr qu'au début, on crée des élections. C'est pas le vote secret. Il n'y a pas de code Morin dans ce temps-là. OK? Puis tu as, le droit de vote si tu es un propriétaire, hein? Tu Ouais. es, un homme. OK? Ouais, on a oublié Mm. le droit de Ou, vote des ou femmes. une Ouais, c'était veuve. même pas tous Ou les hommes, veuve. là. C'était juste C'est les pas tous les hommes, puis propriétaires. les gens qui sont propriétaires qui ont de Il fallait l'argent. que tu aies de OK? l'argent, c'est ça. Ouais. Et qui se présente au début, ça c'est assez fascinant. Tu as quelques personnages comme Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph. Faut jamais oublier que Louis-Joseph, C'était le deuxième. c'est le fils d'un politicien. Donc, il a appris par son père, qui est un notaire, là. Mais la plupart, c'est des seigneurs. Parce qu'imaginez, tu te présentes, le seigneur se présente. Bon, toi, tu es un censitaire. Vas-tu te présenter contre ton seigneur? C'est un vote à main levée, penses-tu? Ouais. Bon, les premiers députés sont des seigneurs. Ben, il y a quelques exceptions. Mais Joseph Papineau devient seigneur parce qu'on va lui donner la seigneurie des petites nations, tu sais, en Outaouais, là. OK? Donc, c'est intéressant de voir que ces gens-là, tout d'abord, il y a ça. Mais il y a aussi des anciens Acadiens qui Hmm. vont prendre, qui vont prendre une place, hein, qui vont être élus députés, comme Louis Bourdage, un personnage fort intéressant que aux auditrices et auditeurs, là, s'il y a un personnage, allez voir la biographie, ça vaut la peine. Louis Bourdage, dont les parents ont subi des grandes vexations du pouvoir anglais qui sont promenés entre l'Acadie, puis ce qui est la Gaspésie maintenant, comme une partie de la Gaspésie. Et on voit ce personnage qui décide d'embarquer dans le deal. OK? C'est-à-dire, OK, on va essayer de créer que ça fonctionne. Donc, il y a d'autres personnages comme ça dans l'histoire. Il y a les seigneurs, c'est sûr qu'il y a un descendant Boucher de Boucherville, il y a un descendant de William Grant se présente, etc. Puis il y a d'autres personnages à travers le Québec qui vont être là, des Juchereau du Chesnay, bon, des Chartiers de Lotbinière, bon, toutes sortes de personnages qui étaient déjà des seigneurs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une naissance de la démocratie, une représentation. Ouais, ouais, c'est quand même effectivement les débuts de la démocratie moderne, mais bon, on n'est pas tout à fait encore là, proche Non, de la on n'est pas démocratie. Mais de, c'est pas comme Ouais, maintenant. ben, l'avantage qu'il y avait à ce moment-là, c'est que le monde qui votait, c'était du monde qui avait quand même de l'instruction un peu plus. C'est sûr que l'illettré du 15e d'une famille qui n'a pas été à l'école, travaille dans le champ, il n'était là, pas au courant de ce qui se passait, probablement. Ouais, les ouais, rednecks, ils allaient pas C'est ça. voter. C'est ça. puis là, j'imagine qu'au début, aujourd'hui, on parlait hein, tantôt là, du PQ, de Québec solidaire, de la CAQ, des libéraux. On a quatre options, même des fois cinq, six. À cette époque-là, c'est quoi les forces en présence là, Ben, au c'est début? plus, quelques années plus tard, on va avoir les partis des bureaucrates avec le Parti canadien. Bon, là, t'as les Canadiens français plus un parti canadien. Bureaucrate, c'est un mélange parce que faut jamais oublier que dans tous les partis, dans tous les courants, tu as des gens canadiens français, puis tu as des anglophones Ouais, aussi qui sont dans les deux, dans tous les camps. ouais, C'est même pendant jamais, les rébellions, il y avait des c'est ça. anglophones qui se battaient contre les anglais. Wilfred Nelson, pendant la rébellion, c'était un anglophone, OK? Puis un anglophone issu d'une famille qui est en lien avec le clan familial Boucher de Boucherville.
Et donc, c'est de loin, là. Donc, il y a des personnages comme ça. C'est jamais, c'est comme les guerres, hein. Chez les résistants, il y avait des prêtres catholiques, mais il y avait le haut clergé qui ont embarqué, qui négociaient. Donc, c'est Ah, pareil en France, tu avais des gens qui étaient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des fascistes, puis tu avais les résistants de l'autre bord. Donc, c'est la même chose à l'époque des Patriotes, c'est la même chose au niveau politique. Il y avait des courants de pensée. Et Louis-Joseph Papineau va apprendre ce métier, il va être élu aussi député, il va apprendre le métier de son père, il va être élu, il va siéger en même temps que son père pendant quelques années. oh, ça, je savais pas. Et il va succéder à son père comme seigneur de la petite nation. Donc, Louis-Joseph, son père s'appelle Joseph. On voit aussi le réflexe Oui, féodal, hein, de donner garder le ça, même nom. toujours le même principe. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. On est loin là, de la fin de la tenue seigneuriale à ce moment-là. Parce que ça fait quand même l'affaire des gens, ce système-là. C'est pas ça OK. le problème. Mais on imagine que, vu qu'il y a beaucoup plus de Canadiens français, qu'il va y avoir plus de Canadiens français dans Ben, il y en a nationale. beaucoup. Quand on regarde, moi, je suggère à vos auditrices et aux auditeurs le dictionnaire parlementaire du Québec, 1792-1992. Il y a une version papier, puis il y a une version en ligne. Donc, là, on a rajouté depuis 92 les autres députés qui ont Ouais. été élus. Il y a des mini-biographies. Et c'est fort intéressant, ce dictionnaire. Ça a été édité par le Parlement du Québec, là. Donc, Pour toute la députation depuis le début, oui, depuis quand le même. début de la 1792. Moi, j'avais fouillé, à l'époque, quand j'ai commencé, je connaissais absolument pas grand-chose, à part ce que j'avais appris à l'école. Et Et pas grand-chose. c'est ça, sur les Patriotes, on avait Ah, on deux passait lignes, et 2 jours, tout, là. hein. C'était... Et à un moment donné, je suis dans le Vieux-Québec, puis j'aimais ça. Dans le temps, avant la pandémie, il y avait des bouquineries, ça a plus Oui, disparu. oui, c'était le fun. Et là, je suis sur la rue Saint-Jean, puis je rentre dans une petite bouquinerie, puis je tombe sur un dictionnaire parlementaire qui a été édité en 1902. Wow. Fait que là, je tombe là-dessus, ça m'a coûté 10 $, j'ai acheté ça, puis là, j'ai vu la biographie de mon aïeul. Mais surtout, je voyais, c'était les parlementaires de 1792 à 1902. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait des petites biographies, puis c'était pas juste les parlementaires du Québec, tu avais aussi les gens élus députés au fédéral aussi à partir de Oh, Ah, OK. 1867 avec d'où ils venaient. Parce que souvent, il y avait des députés qui étaient à la fois au fédéral et au provincial pour le même comté, hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais on l'a fait pendant un bout de temps. Donc, et on voyait un peu, il y a une petite bio, ça donnait un peu quand est-ce qu'ils ont été élus, etc. Donc, ça, c'est intéressant, je vous le dirais, il y a des choses qui sont publiées qui sont fort intéressantes. Depuis 30 ans, on peut dire qu'il y a il y a beaucoup, il y a eu un rattrapage au niveau de l'édition de notre histoire, si on peut dire ça. Oui, on a des éditeurs qui poussent beaucoup sur l'histoire, notre Oui, histoire, pas juste oui. ce qui était pas le cas là, des années 50-60. Ben, ça appartenait à quelques Ouais. personnages, quelques, Ben, ceux qui poussaient assez fort, là. c'est ça. Donc, moi, quand j'ai édité mon livre, L'improbable victoire des Patriotes, c'était les clans familiaux à l'époque des Patriotes dans la vallée du Richelieu, parce que il y a eu une concentration. Il y a eu Saint-Eustache. Moi, Oui, j'ai moins étudié cette partie-là, mais la partie vallée du Richelieu, moi, ça ben, m'intéressait ça a été un endroit chaud en événements et c'est ça. important C'est tous pour le ces développement, là. gens-là, tu sais, parce que euh, la, 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 la famille Chérier était à Saint-Denis, sur Richelieu. Papineau, sa sœur, était seigneuresse de Saint-Hyacinthe avec son mari Jean de Saule. Donc, tu sais, il y avait de l'action dans ce coin-là. Il y avait de l'action. C'était une Ça voie. devait être mouvementé, mettons. Oui, puis c'était une voie. Il faut jamais oublier que le Richelieu est une voie de communication avec les États-Unis, hein, Hmm. le lac Champlain. Ben oui. Il y avait beaucoup Et le premier chemin de fer est entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu en 1836. En Ah, passant, moi, je travaille depuis quelques années à La Prairie. Je suis en lien avec la Société d'histoire de la Prairie de la Magdeleine. Un endroit intéressant à visiter pour vos auditrices, auditeurs, si des gens vont dans la région de Montréal. Ben, quand on regarde un peu et on lit sur le premier chemin de fer, ça a été inauguré en 1836, c'est John Molson, puis ça, oui.
Mais Papineau est là, Louis-Joseph Oui. Papineau est là avec l'élite. L'élite anglophone, l'élite francophone sont ensemble pour le party à la prairie. Ils font la fête là, pour le premier chemin de fer. Ça va se gâcher tout de suite après, juste euh, au début de 1837, là, ça va se durcir le ton. Mais avant, à 1836, il y avait comme ça se parlait beaucoup entre. Puis c'était assez intéressant quand on regarde là, les événements qui étaient présents lors des événements, notamment l'inauguration du chemin de fer. Donc, c'est une région qui a été très importante, qui était très importante au niveau socio-économique, politique et socio-religieux dans ce temps-là aussi. Avant d'arriver à 1837, 38, 1791, là, on a la proclamation royale qui nous amène à Oui. une certaine démocratie. Est-ce que l'élite va changer un peu là, au début du 19e siècle ou C'est on les mêmes garde la même familles. gang? Ben, c'est sûr que là, il va y avoir des gens qui vont se faire élire députés, mais souvent, ils ont l'autorisation du seigneur de la place. Hein. Des fois, Ouais. il y a des seigneurs, ça leur tentait pas Ouais, d'aller, ouais. de C'est pas tout le s'en monde aller qui faire veut de la faire de la politique. politique, là. Donc, il y avait des gens qui ont eu des mandats, des personnages qui vont prendre une place tranquillement. Et c'est là qu'on va voir un peu ce changement-là. C'est pas juste des seigneurs qui sont au pouvoir. Sauf que les seigneurs, faut jamais oublier, les députés sont élus, mais pas les membres du conseil législatif. OK? Ouais. Et là, les seigneurs, quand ils voient que ça commence à chauffer dans une région, ben, ils vont se faire nommer conseiller législatif. Puis là, ils vont laisser quelqu'un d'autre se faire élire à la place dans leur pays. Donc, c'est une façon de garder le pouvoir. Parce que c'est le réflexe féodal, c'est ça. On veut conserver le pouvoir et le transmettre. Des fois, là, on voit ça si les gens consultent les sources, là, c'est très intéressant. Un conseiller législatif qui était seigneur, quand son fils devient seigneur, oups, on va le nommer aussi conseiller législatif en remplacement de son père. On voit ce genre de népotisme-là. OK? On le voit, ça. C'est un peu partout. À notre Parce époque, que ça existe encore. Parce qu'il faut savoir, là, mais justement, tantôt, on parlait là, du système politique, mais c'est ça, on a des gens élus, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs, là. Non, non, Si tu non, peux non, nous non. Le expliquer pouvoir, c'est quoi les chambres et le c'est le gouverneur? gouvernement. C'est sûr que c'est le gouvernement, le gouverneur, là, puis bon, l'élite anglaise, l'élite francophone. Faut jamais oublier que l'élite, les gens, le conseil exécutif, le conseil législatif, bon, ça, je vous dirais que je suis moins spécialiste de ça, mais on voit quand même au niveau des clans familiaux, les gens qui se rapprochent du pouvoir beaucoup. On commence à avoir de plus en plus d'alliances interreligieuses aussi, catholiques, protestants, chez les élites. Hein, on va garder, les gens se fréquentent dans des salons hein, des gens de l'élite. Hein. C'est sûr que faut jamais oublier qu'on n'est pas dans la philosophie égalitaire comme on a vécu après la Révolution tranquille. Hein, c'est les gens riches qui sont éduqués de façon un peu plus précise. De temps en temps, on en prend un dans une famille qu'on envoie au collège, là. C'est arrivé. Mais et où tu gagnes en ayant un certain sens des affaires, t'es bourgeois, parce on va apparaître aussi une classe bourgeoise très importante. Donc, des gens qui font du commerce, hein, on fait le Ouais, les commerce. commerçants, Donc, les à commerçants, cause de la on richesse. appelait ça les négociants. Souvent, on va Ouais. voir un député, c'est quoi avant d'être député? Ah, il est négociant à Québec. Donc, il fait du commerce entre Québec, Trois-Rivières, ou Québec, Montréal, ou avec, bon, etc. Donc, on voit ce groupe-là. Puis, on va commencer à avoir des gens chez l'élite canadienne-française, qui vont aller prendre des cours de droit. Parce que là, on est rendu avec une constitution, avec du droit, on a le droit civil français, mais on a le droit constitutionnel anglais aussi. Et là, c'est intéressant de voir que chez les familles de seigneurs, ben, soit le premier-né souvent devenait seigneur, puis il était des fois militaire. Chez Boucher de Boucherville, ça a été beaucoup ça. Mais
des fois, le deuxième ou le troisième enfant, ben, il va aller suivre un cours, une licence, il va aller faire sa licence en droit. Il va aller faire son droit. D'autres vont aller faire leur médecine. Donc, on voit apparaître, bon, c'est sûr qu'il y a des notaires dans chaque famille. On veut avoir un exemplaire de chaque carrière dans toutes les familles, parce que c'est ça le pouvoir dans le village. Il ne faut jamais oublier que nos villages, comment ils sont bâtis, c'est vrai partout au Québec. C'est l'Église, hein, qui est au centre, mais à côté, les notables restent alentour de l'Église. Il ne faut jamais oublier ça. Et on commence à, faut jamais, aussi dans les années 1830, on voit apparaître les collèges, on fait venir des communautés Oui, des françaises. collèges classiques Et là, éventuellement. et on le voit, les prénoms changent, hein. Moi, je Oui. regarde, je donne un exemple. Moi, dans ma famille, Hood, tu avais des Louis. Bon, Louis Hood, c'est en l'honneur de Louis XIII, c'est tout ça, là. Mais après ça, tu as des Jean-Baptiste, des Joseph, des nanana. Mais à partir de 1836, on voit des Narcisses et Achille, la mythologie grecque. Oui, On oui, voit c'était beaucoup apparaître à la ces mode, 19e personnages-là. siècle. Beaucoup de Napoléon à partir de Oui. 1850, hein, parce que les gens, 1860, les gens pensent que Napoléon III va venir sauver le Québec, là, parce qu'il y a une, il y a une conjointe, il y a une femme hispanique, là. Fait qu'on pense qu'il viendrait, il va aller au Mexique, puis il va passer par le Québec, nous libérer, ce qui n'est pas arrivé, là. Mais tu vois apparaître des prénoms comme Napoléon beaucoup à ce moment-là. C'est intéressant, ça. On avance un peu. Oui. En 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote, change de Oui, nom. l'élection de 1827, surtout qu'on va voir le Parti Pourquoi le patriote. changement de nom Ben, exactement? c'est parce que là, il y a un petit durcissement un peu. Là. Je n'ai pas toute la connaissance sur Oh, on ce peut être plus dur sans changement-là. changer de nom. Je veux dire, C'est ça. il y a vraiment, y Mais a-t-il un ils ont changement décidé. philosophique? Mais Tout il y ça a qui... comme un côté plus pratique, plus nationaliste, patriotique un peu plus, là, il y a un durcissement un petit peu qui commence. Mais ce qui est intéressant, moi, qui me fascine, c'est comment, à une époque, 1827 à 1839, là, il n'y a pas de moyens de communication comme à notre époque, et Oh le non. Parti patriote va être représenté partout au Québec. Et ça m'a fasciné. J'ai voulu comprendre pourquoi. Et là, j'ai Pourquoi puis commencé à... comment? Puis, on sait, l'événement public par excellence, c'était le mariage. Il ne faut jamais oublier que le mariage, c'est d'abord un événement public. Tout le monde d'une communauté pouvait assister au mariage. Oui, puis c'est annoncé au moins C'est 3 semaines à annoncé, c'est l'avance. ça. Il y avait hein, on Les publiait bancs de les plans, mariage. etc. C'est un événement public. C'est l'alliance entre deux familles. On est encore dans le régime féodal européen. Donc, Oui, et moi, on voyageait en carriole, on voyageait en bateau, en canot, en etc. cheval. Donc, c'était des longues journées. On arrête chez le petit cousin ou la petite cousine. On arrête chez le mononcle, la ma tante, le grand-père, la grand-mère pour Puis il demande dormir des là nouvelles. et prendre des nouvelles. Et les nouvelles se répandent comme ça. Moi, c'est ça que j'ai l'hypothèse la plus probable. Mais on voit des mariages. Par exemple, Alexis Rivard, qui vient de la région de Batiscan, hein, puis tout ça, puis il vient d'une famille de politiciens, mais il va être député patriote à Rimouski. Pourquoi? Parce que sa deuxième épouse vient de ce coin-là. Donc, comment ça se fait qu'un Rivard devient à l'époque des patriotes député de Rimouski? Ben, il y a eu un Ah, événement qui a transféré de place. Là, ça, oui, il c'est est un allé dans la exemple. paroisse de son C'est ça. épouse. Donc, il y a des assemblées qui se font un peu partout comme ça. Et c'est ça qui est fascinant de voir comment la communication s'est faite, hein, le bouche-à-oreille, les événements familiaux. On se rend compte, c'est sûr que ça joue ça. Ça a joué. Hein. Si on vient à Montréal, le Parlement est à Montréal, il y a Québec aussi à travers ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tu sais, on se promène. Tu sais. OK. Ça vaut la OK. peine. Puis rendu dans ces années-là, là, un peu avant la rébellion, qui est à la tête là, du Parti patriote? C'est Ben, qui c'est des sûr qu'il y clans avait familiaux qui sont d'influence, là? C'est ça. C'est sûr que Papineau, moi j'appelle ça, j'en ai mentionné dans un de mes livres, L'improbable victoire et patriote, le clan familial Chérier-Papineau-Viger. C'est trois familles qui sont intimement liées par des liens de sang. C'est des gens qui avaient, dès le départ, 1792, Jean-Joseph Papineau devient député quelque temps dans ces eaux-là. Joseph Papineau
il y a aussi toute la famille Chérier. François Chérier, qui était un notaire de Saint-Denis, sa famille est importante. Son premier fils, il va l'appeler François, il va être un prêtre important de la région de la vallée du Richelieu. Donc, puis tu as des commerçants là-dedans, tu as les Vigées aussi à travers ça, Montréal, puis tout ça. Donc, toute cette région-là, dans chaque famille, tu as tous les pouvoirs, on veut les pouvoirs, hein, le pouvoir du commerce, le pouvoir, on veut des notaires, hein, le pouvoir de l'acquisition des terres, on a le pouvoir religieux, parce qu'il ne faut jamais oublier il y a une petite chicane chez les Papineau aussi à cette époque-là. Tu as un monsieur qui devient archevêque de Montréal, qui s'appelle Jean-Jacques Lartigue. Jean-Jacques Lartigue, sa mère, c'est une chérier. Donc, OK. c'est le cousin de Louis-Joseph Papineau. Imaginez, donc là, il y a tout un paquet de vases communicants au niveau des communications, hein. C'est facile. Si tu as quelqu'un de la famille dans chaque sphère de l'existence, les seigneurs fonctionnaient comme ça, hein. Il y avait un enfant qu'on envoyait chez les militaires, un autre qu'on envoie curé, l'autre qu'on envoie faire son cours de médecine, l'autre qu'on envoie faire son cours de droit, de notarial ou avocat. Donc, on a des gens dans toutes les sphères, hein. Le commerce, c'est la même chose. On commence à avoir des journaux. On a des gens qui sont propriétaires de journaux, des seigneurs qui sont propriétaires de journaux, des petits journaux qui naissent. Donc, on voit tous ces gens-là la communication commence à circuler de cette façon-là. Et c'est assez intéressant c'est sûr que les seigneurs étaient encore très impliqués, mais les seigneurs vont comme un peu devenir un peu, quand ça va se durcir au niveau du Parti patriote, là, parce qu'il y a des seigneurs qui sont patriotes, hein, qui sont dans le Parti Ben oui, patriote. certainement. Joseph Toussaint de Rollet est seigneur à Saint-Marc-sur-le-Chenieux, seigneurie de Cournoyer, là. OK, il est seigneur. Lui, il s'est battu à la guerre de 1812, OK? Puis il a même été un gradé du Fort Lennox, OK? Ah Donc, ouais. quand on comprend ça, puis il a marié une fille du notaire Boileau à Chambly, à ce moment-là, c'est tous des loyaux, ça. C'est des loyaux sujets des Britanniques, là. Il ne faut jamais Oui. oublier ça. Papineau aussi au début, là, OK? Mais il arrive, à partir de 1820, il y a un durcissement. Hein, et là, c'est là que les allégeances vont commencer à changer. Puis Joseph Toussaint de Rollet, par exemple, qui est seigneur de Saint-Marc, en passant, quand il s'est marié en 1812 avec son épouse, la famille Rouville, Hertel de Rouville, est présente au mariage. Donc, les seigneurs étaient tous là, là. Hein, donc, et ça, c'est important de savoir que jusqu'à la création, jusqu'en 1830, même jusqu'en 1836, j'oserais le dire, ça allait quand même assez bien, même s'il y avait un durcissement de la pensée au niveau du Parti patriote. Je donne un exemple, Jean de Saulles, qui est seigneur de Saint-Hyacinthe, qui est le beau-frère de Louis-Joseph Papineau, ben, il se fait nommer conseiller législatif. Et là, c'est Louis Poulain, le beau-frère de Louis-Renaud Blanchard, qui devient... Parce qu'il y avait deux députés à Saint-Hyacinthe, hein. Il y avait Louis-Renaud OK. Blanchard et Louis Poulain qui a remplacé Jean Dessaulles. Donc, c'est une autre partie du Parti patriote, là. Et c'est intéressant de voir comment les forces en présence, c'est l'ensemble de ces gens-là. Il y a des gens qui commencent à le gouvernement britannique commence à dire: Hey, tu es en train de nous échapper, ça, cette affaire-là, là. Fait qu'on va demander au Seigneur: Ben, tu veux-tu garder ta seigneurie? On va dire à l'Artigue: Il faudrait que tu dénonces ton cousin, là. Hein, le mandement de. Bon, on a déjà entendu parler du mandement de l'Artigue qui implorait les gens de ne pas suivre Papineau sans le nommer. Ouais. Donc, c'est un peu tout ça. C'est intéressant. Jusqu'en 1836, vu que tout le monde est là, l'inauguration du chemin de fer à la Prairie, l'hypothèse, moi, que j'aimais, c'est qu'après ça, il y a eu le durcissement. Puis, on arrive à l'Assemblée des six comtés à l'automne 1837, là. Ouais, ben en même temps aussi, c'est qu'il tu sais, il essaie de se diriger vers plus de pouvoir pour les C'est ça. francophones. Puis, ouais, Ça quand ne tu fait n'as pas pas de l'affaire de résultat, tout le monde. c'est ça. C'est ça. Fait Tu avais des que, modérés comme en 1837, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est un modéré, qui après va prendre le leadership après les rébellions des années 1840 chez les réformistes. Mais t'en avais qui étaient modérés comme lui. Mais t'en avais qui étaient un peu plus pressés, hein. On a vu ça, nos souverainistes pressés. Il y en a même qui ont changé de parti. Donc, c'est intéressant. Mais on voit un peu ce genre de dynamique-là, des plaques tectoniques qui commencent
commencent à s'affronter à partir de la fin de 1836. C'est ça qui est. OK. On le voit dans Après ça, il y a un durcissement qui se fait Oui, de puis, chaque puis- part. puis c'est quoi exactement que les patriotes ont comme revendication, que le Ben, Parti patriote a comme revendication? je suis moins un expert là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a la langue française, il y a la représentation, les budgets aussi dévolus aux élus, bon, il y a un paquet de trucs comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a une question identitaire très forte, hein, ça, chez les Canadiens français. Et ça, c'est sûr que c'est là, hein. Il y a c'est d'essayer d'être moins tributaire du pouvoir anglais d'Angleterre, être plus autonome plus autonomiste, là, si on peut Ouais. prendre le mot de notre Mhm. époque, là. Puis les British, dans le fond, eux autres, ils ne veulent pas donner aucune forme d'autonomie. Ben, Ils ne les sont pas gouverneurs encore rendus généraux, là. c'est ça. Puis les Euh, gouverneurs généraux, ils s'en foutent. Ils sont nommés au bon, Canada, comme il y en a un qui est nommé en Australie, l'autre est nommé en ouais. Jamaïque. Bon, ils sont là pour quelques années, puis après, ils font leur mandat, puis ils retournent en Angleterre, dans leur manoir en Angleterre, là. Ouais, puis ils C'est font la c'est- Wow. c'est- pièce, c'est- là. c'est ça qui s'est passé. C'est féodal. Faut jamais Ouais. oublier que c'est vraiment la trame de fond. C'est un système démocratique, mais on veut pas trop C'est jouer pas dans encore tout là, là. C'est ça. C'est pas encore complètement là. Bon. Je vais faire un petit résumé très rapide d'un certain pan de l'histoire très intéressant. Mais bon, aujourd'hui, on parle des clans familiaux. 1833, on va faire les 92 résolutions qu'on va 34, faire. 18, 34. 34, on va faire les 92 résolutions qu'on va faire approuver par la population un peu partout. On va envoyer ça en Angleterre. Ça prend 3 ans avant qu'on ait la réponse. Bon, les 92 résolutions, ce sont nos demandes pour être un peu plus autonomistes, etc. Ouais, pour avoir plus La de pouvoir réponse, puis être moins dépendant du pouvoir c'est ça, C'est britannique. c'est ça, ça. exactement. La réponse va venir 3 ans plus tard environ avec les 10 recommandations Russell qui non seulement rejettent de côté les 92 résolutions, mais aussi nous explique que ne nous sommes pas un peuple assez responsable pour se gouverner nous autres mêmes. Ça va amener à l'Assemblée des 6 comtés, là, on parle d'environ 6000 personnes là, qui vont se rassembler à Saint-Charles, ça arrive sud. Si tu peux nous Sans avoir expliquer. rien publié nulle part sur Internet, là, les gens Ça, y vont c'est par Ouais, bouche à oreille. ça, ouais, c'est fascinant. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette assemblée-là, parce que mon ancêtre était présent. Une des résolutions, la 10e, c'est lui qui va la dire. Fait que j'ai Quand voulu même. comprendre c'était qui Et quand on voit que Joseph Toussaint Drolet est le vice-président, donc lui, c'est un cousin par alliance de Renaud Blanchard, puis on voit que le président, c'est Wilfred Nelson, un anglophone. Et on voit ces gens-là, Papineau est là. Et imaginez, là, on est à Saint-Charles-sur-Richelieu, sur le bord du Richelieu, sur le terrain de Chicouduère, une famille de En plein milieu de nulle part, là. en plein milieu de nulle part. Mais quand on voit Saint-Charles-sur-Richelieu, moi, mon grand-père avait une terre là, j'allais souvent dans ce coin-là. Le bord du Richelieu est très accessible vis-à-vis cette résidence-là. Et là, ça vient de tous les comtés de long du Richelieu, là, hein, et ça part et les gens, imaginez, là, la rivière l'Acadie qui part presque des Adirondacks, là, qui arrive à Chambly. Il y a des gens qui prennent le canot pour aller là, des gens qui partent de Saint-Jean, de Richelieu, qui longent Richelieu, les rapides, etc. Et là, il y en a qui arrivent de Soriano, ça arrive de partout. Il doit y Et avoir un peu de bateau là-dedans. c'est des bateaux, on marche à travers les champs, on se promène, on arrive à cheval, on arrive de partout. Il y a quelques routes, là. Il n'y en a pas tant que ça, des routes, là. Faut que tu sois convaincu, là. Puis là, tu s'en vas là-bas, Faut que ça te tente d'être là. c'est ça, il n'y a pas de toilette bleue, là, ici. Non, Puis, pas de toilette puis t'as pas pantoute. de restaurant partout, là. Faut que tu amènes ton lunch. Faut que, écoute, c'est quelque chose, là. Ouais, T'as pas parce de que tu vas pas au McDonald's pour ramasser un Big Mac en Non, sens sur non, le non, il n'y a chemin, pas là. de Tim Hortons en route non Non. plus. Et Ah, puis là, tu 6000 arrives là, personnes, c'est un bon c'est Ouais, pourcentage ça, de la ça prend de la bouffe en population, là. tas, là. impressionnant. Puis là, ils vont Ça, faire une c'est une estrade. ville à ce moment-là, 6000. Exactement. Puis je sais pas si vous C'est une avez vu, grosse ville. il y a plein d'images d'estrades qu'ils vont faire, là, Ouais, de c'est costumes. Tu sais, il y a plein de grandiose. peintres. Ah oui, ça, c'est une affaire intéressante. Il ne faut jamais oublier que à l'époque, quand il y a des événements comme ça, on engage des peintres. Il n'y a pas d'appareil Ouais, photo encore. C'est ouais, comme la il n'engageait pas de rébellion. photographe.
la bataille de Saint-Charles, je donne juste un exemple. Mon livre, L'improbable victoire des Patriotes, 1837, je cherchais ma page couverture, j'ai demandé aux Archives nationales du Québec, y a-t-il une peinture qui n'a pas été publiée encore? C'est un peintre il a, il a fait un croquis parce qu'il était engagé par l'armée Ouais. anglaise. Puis il était à l'autre bord de la rivière, puis il fait un croquis de ça. Puis après ça, il va venir, puis ça va être publié en 1840. Donc, on engageait des gens, comme l'Assemblée des six comtés, on a engagé et il y a des gens après ça qui ont fait des peintures Ouais, en ils les ont imaginant ce qui était embellis. raconté, ils ont pris ce Ouais, qui était. Mais c'est intéressant de voir comment ces gens-là se rassemblent là. Puis c'est là que là, on chauffe l'Assemblée, là. C'est sûr que ouais. là, c'est là que ça s'est un peu décidé que, OK, là, on a notre voyage, il est temps de faire. Mais il y en a des modérés qui étaient là aussi, hein. Il y en a qui ne voulaient pas nécessairement aller trop loin. Même Papineau, il n'était pas si chaud que ça au début, hein. Wilfred Lanson, lui, était à Saint-Denis sur Richelieu, hein. C'est lui qui va être le leader de la gang à Saint-Denis. Moi, je sais que mon ancêtre, Renaud Blanchard, son fils, Louis-Patrice, qui va devenir un arpenteur important de Saint-Hyacinthe, va être à la bataille de Saint-Charles. Hein, t'as un monsieur Brown, qui est un des leaders, un anglophone aussi, à Saint-Charles. Mais le problème, c'est que quand on va décider de faire la rébellion, bon, c'est sûr que l'armée anglaise, c'est la plus puissante au monde à cette époque-là. Il ne faut jamais oublier ça. Et une nouvelle reine qui vient d'être nommée, qui s'appelle la reine Victoria, qui a été Elle nommée. avait avoir l'air solide, là, parce qu'elle commence à Ben faire là, ses elle est preuves. jeune, elle est jeune. Sauf Ouais, qu'elle est entourée de gens qui ont. Tant qu'avoir une nouvelle reine, ben on va faire ouais, il tire un peu changer ses les choses. Cénomites. OK? Il ne faut jamais oublier que c'est la reine qui a été, avant Elisabeth II, la plus. était là jusqu'en 1901. Ouais, C'est très elle, longtemps. c'est elle qui a signé la loi sur les Indiens. Il ne faut jamais oublier ça, là. Oui, Mais ça, c'est une belle loi 1862. qui est encore en vigueur. Oui. Donc, mais là, on arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, puis en passant, les seigneurs, il y en a qui étaient plus du côté du gouvernement britannique. Par exemple, le seigneur Hertel de Rouville, c'est lui qui va héberger l'armée de Weatherall sur son terrain. Donc, et de l'autre bord de Saint-Charles, de Saint-Ours, le seigneur de Saint-Ours, c'est lui qui vient d'être nommé shérif de Montréal, qui a comme mission d'arrêter les patriotes. Donc, les patriotes sont pris en souris entre tu sais, en souricière entre les deux grains. C'est sûr que quand on va à Saint-Denis-sur-Richelieu, le village de Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est des petites maisons collées, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce coin-là. Et c'est des maisons collées. C'est sûr que l'armée rentre, t'ouvres ta Ouais, fenêtre, tu tires dans le tas. C'est ouais, facile. Et là, les Anglais sont comme déroutés. Là. Wow, attends une minute. qu'est-ce qui se Là, passe? ils retournent à Sorel. OK? Sauf que Saint-Charles-sur-Richelieu, il n'y a pas de village comme tel. Tu as quelques petites maisons sur le bord du Richelieu. C'est évasé. La maison du Seigneur est dans le champ. Tu sais. Il y a pas, c'est pas. Et là, tu as les patriotes qui ont à peu près pas d'armes. C'est pour ça que moi, j'ai écrit L'improbable victoire des patriotes. Pas parce que ça me tentait. J'aurais aimé ça qu'il y ait une chance de gagner. Mais quand tu fais fondre des cuillères, faire des balles, c'est que tu n'as pas de munitions. Puis d'un Ouais, bord, tu as le seigneur Hertel de Rouville qui héberge les militaires qui vont aller être massacrés. Puis l'autre bord, tu as le seigneur de Saint-Ours qui est, sa job, c'est de vouloir t'arrêter. Je ne sais pas si vous ouais, comprenez le c'est clair problème. que de prendre une fourche puis aller se battre contre l'armée la plus puissante au Ça monde, va mal. Ton fusil de chasse à c'est un coup, là, c'est bien beau. c'est ça. Ta fourche, ta faucille, ton couteau, ta hache, t'es dans le champ, t'es à peu près habillé que, tu sais, c'est quand même rendu au mois de novembre. Hein, ça s'est pas fait au mois de juillet, là. 23 et 25 novembre, là, vous savez, c'est Ah, pas il la fait fret. température, Il c'est fait pas fret. chaud. Et là, Des fois, il y a de la neige. Il y en a peut-être pas, mais des fois, il y en a. c'est ça. Puis les militaires qu'on fait venir, c'est des militaires qui ont de l'expérience, là. Ouais, de L'armée carrière. britannique, c'est une vraie armée, là. Alors que les Mhm, patriotes, c'est mhm. une armée de volontaires, là. Tu sais, Fait que c'est pour ça que moi, c'est une époque qui me fascine. Et c'est sûr il y en a qui vont fuir, comme Papineau va fuir. Oui. Mais ceux Euh, qui restent, là, tu sais, comme on dit, tu t'en vas avec des fois même pas de balles, une, deux balles, un gun qui marche à peu près oh, pas. Tu sais, tu le tires des roches quasiment, là. ben, c'est à peu Ceux près qui ça. restent, c'est parce que, tu sais, Il y en- en quelque part, tu es décidé.
T'es décidé, puis il y en a beaucoup qui vont mourir sur le champ de bataille, bien entendu. C'est important, tu sais, et Pierre Lambert, qui est un patriote de Belleuil, qui est associé au clan Reynaud-Blanchard, va mourir sur le champ de bataille là-bas avec d'autres aussi. Oui, Mais, puis il y en a plusieurs qui vont mourir, oh oui. puis tu sais, sont sur un ordre d'excommunication, là. Si tu es Oui, un patriote, exactement, il y en a parce que plein qui ne oui, puis seront même pas dans les registres. ça vient de Monseigneur Lartigue, le cousin Oui, de tout à Claude. fait. Il faut jamais oublier ça. Et ça, c'est important de le dire. L'Église, n'est pas autrement faite que par des gens du pays. Hein? C'est pas des Anglais, l'Église. C'est Non, des c'est des Canadiens Canadiens. français. C'est pas des gens qui arrivaient de l'Italie non plus. OK? Plus, mais au début de la Ouais, il y en colonie, a eu quelques-uns que t'avais, c'était mais t'avais de temps en temps, c'est sûr, des ouais, prêtres qui arrivaient de la France, puis ça. de la Mais France. les gens qui ont pris le pouvoir chez les seigneurs, les seigneurs qui ont détourné le regard, hein, qui étaient patriotes un peu, puis qu'après ça, ils ont détourné le regard, comme Pierre Amable Boucher de Boucherville et d'autres personnages comme ça, ben, c'est triste. Un des seigneurs, c'est Joseph Toussaint de Relève, vice-président de l'Assemblée de Sisconté. Lui va être arrêté. Puis il va être emprisonné, puis il va être libéré, puis il va mourir quelques semaines, quelques temps après sa libération des suites de maltraitance en prison. Hein, Ça devait être joyeux, disons. fait que, on a l'accident, quand on voit puis lui, sa famille perd la seigneurie, puis ça devient de Barche, qui est un cousin de Jean de Saulles qui va récupérer la seigneurie. Hertel de Rouville va être un peu désavoué, à la fois par les Anglais, mais c'est sûr que les francophones, canadiens français, le trouvent que c'est un traître. Oui, Il y a il y a il était hébergé pas sur le bon Royan. bord. Mais les Anglais vont le lâcher aussi. Fait qu'il va vendre sa seigneurie. Puis, c'est le major Campbell, pas un patriote, Euh, soldat, un haut gradé anglais de la bataille de Châteauguay qui va racheter le manoir Rouville, la seigneurie Rouville. Donc, c'est un anti-patriote qui va ben, ouais. acheter ça. Par contre, par la suite, il va être beaucoup plus respectueux des gens de sa seigneurie, là, bien entendu. Mais c'est intéressant de voir comment les plaques tectoniques vont bouger à ce Ouais. moment-là. Et donc, c'est sûr que les seigneurs, ils ont dû se faire dire, ça c'est l'hypothèse, parce qu'on n'a pas tous les documents, de dire, ben, si tu veux pas perdre ta seigneurie, t'es mieux de porter allégeance. Hein, c'est Ouais, fait qu'il y en sûr. a plusieurs que c'était comme, ben, tu sais, en même temps, tu sais, je fais l'avocat du diable, là, mais Ah, absolument. si on dit, regarde, là, ils sont en train de perdre, là, puis Oui. si tu veux qu'il y ait encore quelqu'un au pouvoir, sinon on va te remplacer par un Anglais, tu sais, c'est Ah mieux. oui, oui, c'est Tu sûr. sais, à un moment Je les- donné, c'est comme, on peut les comprendre parce que ça tu sais, c'est existe à ça. l'époque. Puis surtout qu'on Tu sais, n'était pas ceux qui sont équipés. restés plutôt neutres, là, c'est pas nécessairement par traîtrise, des fois c'est plus C'est parce ça, qu'on va sauver les meubles, là. c'est ça. Parce que Ouais. oubliez pas qu'après l'Assemblée de Susconté qui est en octobre, ça laisse à peu près un mois de préparation. Un mois de préparation pour se créer, faire une bataille ou des batailles, c'est pas nécessairement beaucoup, alors que l'armée, eux autres, ils arrivent déjà équipés. Hein, Ouais, ils déjà arrivent équipés. équipés, entraînés, nourris. Entraînés. Ils savent exactement quoi faire, puis ils savent comment aller se promener dans un champ. Fait que c'est pour ça que c'est une époque qui est trop, mais c'est une époque qui est pour moi fondamentale. Parce que on va mettre, la Constitution va être suspendue en 1838, puis il va y avoir la suite des rébellions. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui s'entêtent, là, euh, Ouais. par la suite, puis ça va mal finir avec les pendaisons de Ouais. 1839. Mais Mais après ça, oui, allez-y. ouais, mais avant de parler de pendaison, peut-être juste revenir en arrière parce que on parlait là, de l'Assemblée des six comtés. On peut peut-être dire que c'est un peu là qu'on va parler de rébellion en tant que telle, là, parce que jusque-là, on ne parlait pas de Ben, Ouais, c'est c'est un conflit sûr mouvement que armé. politique. c'est sûr que les esprits ils ont été chauffés. S'il y a des milliers de personnes qui ont décidé de se déplacer dans les conditions de l'époque, il Ouais. fallait que tu sois convaincu un peu. Il fallait que ça te C'est tente. sûr qu'il y avait des curieux, là. Il y avait des curieux de qu'est-ce qu'il va nous raconter, là. Tu sais, c'est comme dans toutes les époques, là, des curieux tout le temps. Mais tu Puis avais un certain il devait nombre de pas nécessairement convaincus. penser aussi à prenons les armes, là. Il devait aller comme c'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, on Ben, était c'est une gang, ça. qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'il y a une concentration dans la vallée du Richelieu. Est-ce que dans toutes les régions, tout le monde voulait prendre les armes? Je suis pas certain de ça. Je pense pas non plus. Mais c'est sûr que l'action se passait beaucoup là. Les personnages principaux
viennent de la grande région de Montréal, la Montérégie, puis un peu Ben, dans c'était là, encore comme maintenant, la concentration de population là c'est aussi. un peu ça, parce qu'il faut pas oublier que la communication, c'était le fleuve Saint-Laurent, Ouais. la rivière Richelieu, rivière Yamaska. Les seigneuries, quand on voit comment, où se trouvaient les seigneuries, on voit vraiment les liens, hein. Il y Ben, avait c'est une les plus Oui, vieilles oui, branche, seigneuries aussi, là. oui, oui, il y avait une ouais, branche, c'est avec sûr, plus dans de le monde. coin de Nicolette, Trois-Rivières, tu as eu une grosse branche d'actifs aussi, là. Des gens qui ont, je pense au député acadien, d'origine acadienne, Jean-Baptiste Hébert, dans le coin de Nicolette, c'était un personnage qui était très engagé. Je suis patriote. Il y en a d'autres un peu partout, des personnages comme ça. Qui était marié Mais avec une Béliveau, oui, Jean-Baptiste Hébert. Ouais, un cousin. première épouse. Sa première épouse. Ouais, mais c'est ça, René. Il y a Wilfred Nelson là, qui attise un peu là, les tensions lors de l'Assemblée des six comtés, où est-ce qu'il va dire, bon, moi, je pense que c'est le temps là, de faire fondre les cuillères et faire des balles avec ça. Bon, puis là, ça attise un peu. Puis là, on parlait des événements de Saint-Denis qui va avoir lieu en 1837, Oui, le 23 lors de mai la 21. première rébellion. Les tensions vont se calmer un peu là, durant l'été, mais la plupart des chefs patriotes sont en exil aux États-Unis parce qu'ils ont été Ben, mis ça, sous c'est intéressant. arrestation. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres aux États-Unis pendant Bon, ce temps-là? c'est sûr que Papineau va s'enfuir aux États-Unis. Mon ancêtre Louis-Renaud Blanchard s'en va aux États-Unis aussi, avec d'autres également. Wolfred L'objectif à ce Nelson, moment-là, c'est de revenir plus fort ou c'est juste pas d'éviter de se faire nécessairement, prendre? sont en fuite, parce que n'oublions pas que les États-Unis ont refusé d'embarquer là-dedans. Ouais. Ça, c'est un Hmm. fait. Wilfred Nelson va être arrêté, il va être envoyé je pense, aux Bermudes, mais ça, faudrait que c'est Ouais. un truc de mémoire, mais il va revenir. Il va revenir un peu plus tard, quelques années plus tard, puis il va un peu désavouer hein, cette époque-là, parce qu'oubliez pas qu'il va devenir maire de Montréal aussi un peu Ouais. plus tard. Donc, c'est un Anglais qui a épousé une femme d'un milieu seigneurial qui est une descendante de Pierre Boucher de Boucherville. Donc, c'est un médecin. Il va exercer son métier aux États-Unis un bout de temps. Après, il va revenir, puis etc. Mais on voit dans certaines sources que lui puis Papineau, là, à partir de la rébellion, sont plus nécessairement en communication fraternelle, mettons. Ils ne sont pas du Hmm. même avis. Papineau va revenir, va plus s'occuper de sa... Tu sais, il va continuer à s'impliquer en politique, mais c'est plus le tribun d'avant la rébellion. Voilà. Il va mourir à son manoir quelques décennies après, mais il va être seigneur, hein, il faut jamais oublier. Puis, il est assez sur les droits des femmes, parce qu'on parlait des femmes aussi à l'époque un peu, puis il y avait une tendance plus traditionnelle, conservatrice. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment tous ces patriotes, bon, à part bon, Joseph Saint-Laurent qui est décédé, il y a eu c'est plus spectaculaire, là, vu que c'était le vice-président de l'Assemblée de Saint-Comté, puis il était seigneur de Cournoyer. C'est plus spectaculaire des décès en 1838, je parle. Après ça, il y a les gens de 1839, c'est sûr qu'avec Delorimier et compagnie, puis bon, c'est comme un durcissement qui s'est fait, une frange plus qui a décidé d'aller plus loin. Ça, je suis moins connaissant sur cette partie-là, je l'ai moins étudié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1840, 1841, on met ça de côté pour aller on voit que Hippolyte Lafontaine, puis d'autres personnages vont dire, bon, OK, on va essayer de... Puis le pouvoir anglais, ils ont dit, OK, il est arrivé ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tu as plein de gens qui étaient déjà dans le conseil spécial, qui étaient des seigneurs. Il ne faut jamais oublier que nos conseillers législatifs, il y en a qui ont été envoyés au conseil spécial, puis etc., pendant la transition démocratique, qu'il n'y a pas eu de démocratie d'élection. Mais ces gens-là, après ça, là, on les appelle les réformistes. Ça, Éric Bédard, dans son livre, en parle, présente un peu toute cette époque-là et beaucoup plus connaissant que moi sur ce dossier-là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un réalignement
Et là, il y a le Haut-Canada, le Bas-Canada. Il ne faut jamais oublier que Louis-Hippolyte Lafontaine a déjà été impliqué à Toronto également. Il y avait des amis. Un de ses amis, c'était Darcy McGee, bon, etc. C'est un autre personnage intéressant, Louis-Hippolyte Lafontaine, hein, qui est né à Boucherville, mais qui a été député à Terrebonne, il a été député un peu partout. Donc, c'est intéressant de voir ce personnage-là avec d'autres prendre le relais. C'est pour ça que moi, l'époque des Patriotes, je vois ça comme une espèce de prise de conscience que là, il y a, autant chez les Britanniques que chez les Canadiens français, que là, si on veut vivre ensemble, il va falloir trouver un modus operandi différent. Enfin, là, on ne peut pas revenir à un durcissement du pouvoir anglais avec le refus des 92 résolutions comme ça a été le cas. Oui, parce que Et on a sinon, ça va eu recommencer. ça va recommencer, un peu comme quand Durham arrive avec son rapport, puis ça, c'est insultant pour les gens. Donc, il y a tout ça, là, cette période-là, moi, que je trouve 1830 à 1840, cette décennie-là, m'apparaît comme une période charnière c'est comme si cet excès de patriotisme qui a eu lieu là et la défaite n'a pas été complètement, a été une défaite, oui, militaire, mais ça, vu qu'il y avait des francophones qui ont décidé de pas nécessairement embarquer, puis vu qu'il y avait des anglophones aussi du côté des patriotes, ça a fait, j'ai l'impression que ça a fait réaliser aux gens, hein, l'hypothèse. Et c'est pour ça qu'après, on tombe, bon, Monseigneur Lartigue meurt au 1840, d'autres personnages meurent, Saint-Ours, le shérif aussi, va mourir dans ces eaux-là. Donc, on se ramasse avec une nouvelle génération, avec quelques vieux sages comme Louis-Hippolyte Lafontaine. Et là, ces gens-là vont enclencher un autre système. Tu as des Chérier là-dedans, tu as Vigée, etc. Donc, il y a des personnages qui vont devenir importants pour la suite. Cette espèce de transition qui nous amène vers le Canada 1867. Et là, on voit le Haut-Canada, le Bas-Canada, mais on voit qu'il y a des tensions entre dans les groupes chez les Canadiens français, chez les Canadiens anglais, et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On dit, OK, on ne veut plus revenir à 1837, 1839. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on Oui. peut? Puis, tu sais, on peut voir aussi, là, je sais que c'est un peu ça, mais en 1867, quand ils forment le Dominion, là, quand ils font la Confédération, l'objectif à ce moment-là, ce qui n'est pas le pays qu'on a maintenant, là, Non, l'objectif, non. c'est d'avoir une association d'États Oui. qui partagent des pouvoirs avec un gouvernement central faible. Je veux dire, tu donnes ça à l'Alberta puis au Québec présentement, là, puis il n'y a pas vraiment de mouvement séparatiste nulle part. Tout le monde serait content. C'est une Ben, union qui est c'est correcte. la différence entre le mot confédération et fédération. Une fédération, c'est parce que le mot province veut dire Un territoire conquis. bon, c'est ça. Mais une fédération, c'est que tu as un gouvernement fort et les autres sont des exécutants. Une confédération, en principe, c'est des endroits égaux qui disent, ben, on va partager un pouvoir central, mais on garde notre identité selon nos milieux. Et ça, c'est très difficile. On n'est plus là, là. On n'est pas là pour Oh, on ça. n'est pas là du tout, du tout, Mais, du tout. mais il y a eu des passes. Moi, je vois ça quand on regarde l'histoire. Moi, j'aime beaucoup voir l'histoire comme une histoire des décisions. Il arrive la conquête, hein, puis après ça, le traité de Paris 1763. Bon, là, la France a tout perdu ça. Ouais. Mais là, entre 1763 et 1774, jusqu'à l'Acte de Québec, il y a des tractations, il y a des décisions qui sont prises. Pour arriver à la décision de laisser les Canadiens français jouir de leur langue et de leur religion, c'est une décision qui a été prise, qui était donc chez les Anglais, il y avait aussi des modérés. Hein. C'est pour ça que autant chez les francophones, tu avais des modérés, puis tu avais des exaltés ou des gens qui voulaient aller loin au niveau de la violence. Tu en avais chez les anglophones aussi des gens comme ça, hein, des Puis patriotes. qu'est-ce qui fait qu'ils ont laissé à l'ancienne Nouvelle-France le droit de langage et de religion, Ben, tandis qu'en Acadie, ils ont juste sorti tout le monde qui ne voulait pas. ben, peut-être qu'ils ont vu l'erreur que ça a donné aussi en Acadie, tu sais, parce que c'est sûr que c'est pas avec nos yeux de maintenant, ben les journaux vont passer pour une gang d'écœurants, mais là, regardez,
on voit ces temps-ci quelqu'un qui a des velléités de conquérir des territoires, on le voit actuellement, ça existe à chaque époque, ça. Et à un moment donné, on dirait que bon, c'est ça qui s'est passé, la guerre de 7 ans finie, bon, la France a perdu la Nouvelle-France, les Anglais arrivent. C'est sûr qu'au début, c'est pas toujours simple, Ben non. ces relations-là. Mais pour arriver à 1774, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a dû avoir des liens qui sont créés. Et là, on dit, bon, OK, on peut-tu vivre en paix? Puis c'est quand même, je me mets dans un gouvernement qui arrive sur place, là. Les Anglais arrivent sur place. Ça fonctionne bien, les seigneuries. Ils ont le même système en C'est Angleterre. semblable. Pourquoi aller tout changer ça va nous causer bien plus de problèmes que d'autres choses. Il ne faut jamais oublier que l'être humain est foncièrement paresseux. Hein. Ça, on veut chercher, on essaye de trouver le moins, hein, d'arriver à l'avantage avec le moins de coûts. Ça, c'est vrai dans tout. Hein. Et moi, c'est l'hypothèse que j'aimais, que les gens de bonne Ouais, volonté ont gagné contre les extrêmes. Parce que c'est sûr qu'il y en avait. ouais. Ouais, il devait Moi, en avoir, ils ont on rase tout le monde, let's go. c'est sûr En qu'il y même avait une temps, de coupe. l'autre côté, tu sais, on le cachera pas, tu sais, on avait des élites, mais on avait aussi, le clergé était quand même, tu sais, toutes nos communautés étaient des communautés foncièrement basées sur des églises, donc des communautés un peu religieuses. Puis tout ça avait le clergé qui est une machine administrative solide. Ils ont dû avoir des discussions là, Ben, c'est sûr, c'est sûr. entre-temps, là. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des discussions, il y a eu des mésententes. Moi, je vous invite à aller voir l'histoire des évêques de Québec. C'est assez intéressant. Il y a eu des petites chicanes. Sauf que, étant donné que notre système était efficace, Ouais. c'est un fait. C'est un fait. Puis quand on regarde les documents originaux, moi, j'invite les auditrices et auditeurs à aller voir les registres. C'est fort intéressant de voir comment on était organisé. C'est pas comme si tu arrives dans un endroit puis c'est tout désorganisé. Il faut que tu organises tout. Ouais. Donc, ils ont dit, ben, changez donc d'allégeance, puis ça va bien se passer. C'est quand même facile de faire ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est sûr qu'il y avait des gens qui auraient voulu la chicane. Moi, j'imagine qu'il y avait une couple d'Acadiens qui sont arrivés Ah, eux autres, ils devaient district. vouloir. Mais tu as deux attitudes. Hein. Quand tu es un réfugié, tu peux dire, hey, peux-tu me laisser tranquille, m'enlever dans le fond d'un rang, puis je vais laisser Ouais, moi dérange-moi tranquille. pas. J'ai pas le goût de revivre ça, là. OK? Puis t'en as d'autres qui disent, hey, je peux-tu leur en sacrer une, là? Donc, ça arrive, ce genre de phénomène-là. On l'a vu, l'histoire nous le montre. Moi, j'ai l'impression que ça a été un moment charnière, 1763, 1774, comme 1830 à 1840, ça a été un moment charnière. Et là, on voit après cette espèce de période de négociation pour arriver à créer le Canada 1867. Et entre-temps, on va abolir la tenue seigneuriale 1854. Mais le réflexe, il demeure là, parce que c'est souvent encore, je donne juste l'exemple, si à l'époque, c'était souvent le fils aîné qui prenait le pouvoir, est-ce qu'on a déjà eu deux premiers ministres du Québec qui s'appelaient Daniel Johnson à l'époque moderne? Oui, puis son frère aussi qui Et était en le frère. politique, Donc, le ça père là. existe. Il y a eu deux George Bush, président des États-Unis, père et fils. Oui, deux Donc, Trudeau, oui, c'est ça. deux Donc, ça Bourassa. existe encore, ce réflexe-là. C'est juste que depuis la Révolution tranquille, notre vaccin, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. À l'époque, il n'y avait pas ça. Ouais. C'était les élites qui avaient accès à tout ça. C'est pas les gens de la population qui avaient pas, qui étaient au courant lisant un peu le journal. On Hmm. voit le monde le quatrième pouvoir médiatique Mhm. a commencé à peu près dans l'époque des patriotes. Tu sais, on le voit, il y avait quelques journaux avant, mais cette époque-là, on voit la naissance vraiment d'une histoire médiatique là aussi. Puis tu parlais tantôt là, de Papineau, là, par la suite Bon, Papineau va exilé en France, il va revenir quelques années plus tard, puis va participer là, au Il régime est allé aux politique. États-Unis, en France, oui, oui, c'est ça. Ouais. Puis on disait que Wilfred Nelson était déporté dans les Bermudes, va revenir, va éventuellement être maire de Montréal. Pour ton ancêtre, Louis-Renaud Blanchard, comment ça se Bon, passe la mon suite des ancêtre, choses? il est parti aux États-Unis. C'est cette hypothèse
hypothèse-là, je suis en train de chercher parce que ma grand-mère est née à Lowell, Massachusetts. J'ai Ouais. toujours voulu savoir si les contacts ont été créés à ce moment-là. OK. Parce que il y avait beaucoup de... Ça, c'est intéressant, cette partie-là de l'immigration francophone, parce que à partir de 1840 jusqu'à la guerre de sécession, tu as un certain nombre de gens. N'oubliez pas on va, Oui, beaucoup. qui vont s'en aller aux États-Unis. Il y en Et a qui il y a sont de restés, puis il y en a qui l'immigration sont là-bas. revenus. Après ça, on voit un autre mouvement après la création du Canada. Est-ce que des gens disent, ben moi, je veux vivre d'une république et non d'une monarchie? Parce qu'oubliez pas que c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Fait Britanniques. que, s'il y a eu des loyaux qui sont partis des États-Unis pour rester dans une monarchie constitutionnelle qui restait le long de la Hmm. frontière canado-américaine. C'est- Logiquement, l'hypothèse vaut aussi pour le contraire des gens qui ont été Ouais. impliqués, qui voulaient vivre d'une république, puis finalement, ils n'ont pas pu, puis ils ont décidé d'y aller. Bon, ça, c'est une hypothèse que je suis en train de chercher, si je n'ai pas encore toutes les preuves, mais dans ma famille, Louis Renaud Blanchard va s'en aller aux États-Unis, va revenir, va, euh, va être nommé juge de paix, mais à un moment donné, il ne veut pas porter allégeance à la couronne, il va perdre il garde ce petit côté patriote, il va perdre sa charge de juge. Il va faire partie des gens qui vont créer certaines paroisses dans la région de Saint-Hyacinthe. Il va mourir en 1868 de mémoire. Et c'est un monsieur qui va rester actif une grande partie de sa vie dans cette région-là. Son fils, Louis Patrice, son fils aîné Louis, hein, lui s'appelle Louis aussi. Louis Patrice va être arpenteur, un des plus premiers arpenteurs, un des Quand arpenteurs. même. Et son autre fils, Hilaire, va être va être notaire à Saint-Hyacinthe, puis il va être coroner également. Il y a quand même une famille. Moi, c'est par un Ouais. de ses autres fils qui est mon ancêtre. Et c'est des agriculteurs, une famille d'agriculteurs, famille de professionnels qui vont être là. Sauf que il n'y a pas de trace d'aucune façon de ces gens-là à Saint-Hyacinthe, ce qui est assez étonnant. Ouais, ça c'est triste, en fait. C'est le pouvoir des gens en place, parce que c'est les Ouais. descendants de Jean de Ouais. Saules, la Framboise et compagnie qui gardent le pouvoir là-bas. Là, juste parler un peu, quand il est allé, pendant un bout de temps, tu dis que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, était née à Lowell. Ouais. Euh, à cette époque-là, quand on immigrait aux États-Unis, là, tu sais, tu disais on allait dans une république, mais autant présentement un anglophone peut vivre en anglais à Montréal, autant à ce moment-là, à Lowell, on peut vivre en français. Oui, oui, oui. Il y avait le Petit Canada. Je fais justement une conférence que je fais depuis quelques années là-dessus sur Jack Kerouac et le Petit Canada parce que moi, j'ai un cousin de mon grand, des cousins du côté des Houdes qui sont à Lowell, puis, etc. Puis du côté des Renaud Blanchard, des Blanchard, ma grand-mère s'appelait Blanchard. Elle est née à Lowell. Son père, ses parents étaient de Saint-Hyacinthe. Mais Oui, à l'époque, il ne faut jamais oublier que le train aussi. Hein. oui, le Hmm. train se rendait là-bas, Quand on a ce qui est plus commencé le à cas voir le maintenant. train, et ça, c'est intéressant. Fait qu'ils sont allés à Lowell. Puis ils restaient dans le petit Canada. C'est que Lowell, c'est une ville qui a été créée par un monsieur Lowell. Hein. Ben, c'est Et c'est son une ville nom. industrielle. Et tu avais des immigrants irlandais. On le voit dans le film Louis Cyr, là, que Louis Cyr se bat avec des Irlandais à un moment donné. Donc, quartier irlandais, quartier grec, quartier le petit Canada. Et oui, jusqu'au milieu des années 1900, les gens vont pouvoir vivre en français dans le petit Canada. Il y avait des petits Canada un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Hein. C'est intéressant de voir ça. Puis il y a encore beaucoup de gens qui parlent français dans ces régions-là. Donc, il y a présentement, si jamais ça intéresse vos auditrices, auditeurs, c'est oh mon Dieu, comment il s'appelait? Le père Santerre, Richard Santerre, qui a fait tout un registre des francophones. Il a travaillé pour l'université Harvard. Quand Puis il a même. fait un registre sur les francophones qui ont immigré aux États-Unis. Ça peut être C'est intéressant. intéressant, effectivement. J'ai un de ses livres là, de ce monsieur-là. Et c'est intéressant de voir comment il y a des liens qui vont se créer de- pendant plusieurs années, même encore Oui, aujourd'hui. Intéressant. On invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir notre émission avec Timothée Beaulieu sur le fait franco-américain et avec Jesse. Réal, on te remercie énormément d'avoir partagé tes connaissances avec nous. On a vraiment effleuré là, le sujet des Patriotes, là, puis on espère te rencontrer à nouveau, plonger un petit peu plus
en détail là, dans diverses époques des Patriotes. Tu es auteur de plusieurs ouvrages. Si on veut te lire, qu'est-ce que tu nous conseilles, puis comment est-ce qu'on se le procure? Ouais. Bon, j'ai 3 livres publiés aux éditions de la francophonie. Il y en a un qui c'est un roman qui s'appelle La table, l'insaisissable peuple québécois. Ça, c'est histoire et humour. Ça, c'est mon petit côté. Hein, On est québécois, hein, l'humour. avec mon prénom, mon petit côté givré. J'ai le petit côté, hein, si on peut dire. Ça, c'était publié en 2015 aux éditions de la francophonie. J'ai aussi le livre ici, L'improbable victoire des Patriotes en 1837. Le sous-titre peut intéresser des gens. C'est Clans familiaux, alliances politiques et pouvoir féodal en 1830 et 1837 dans la vallée du Richelieu. La page couverture est tirée d'une peinture de l'époque. Et ça, c'est publié aux éditions de la francophonie. Je raconte les clans familiaux et politiques qui ont été aux alentours de cette époque-là, en 1830-1837. Ça rejoint un peu ce que nous avons Ouais. discuté aujourd'hui. Mon N'importe qui vient de la rive sud puis qui fait de la généalogie, là, va trouver ça vraiment, vraiment Oui, ça intéressant. peut être intéressant. L'autre, c'est mon tout dernier livre qui vient d'être publié aux éditions de la francophonie. C'est Le réflexe féodal. Et le sous-titre, c'est Concentration et transmission du pouvoir au Canada français. Ça, c'est moi l'hypothèse que j'avais pour l'époque des Patriotes, c'était que les clans familiaux et politiques avaient une grande importance. Et pour moi, ça m'apparaissait avéré. Mais je me suis dit, après, quand on a créé le Canada, bon, à l'époque, les Patriotes, on était un système féodal. Là, on termine, ça se termine en 1854, l'univers féodal, mais on crée le Canada. Moi, l'hypothèse que j'ai émise au départ, c'est que je pense pas qu'on a changé la façon de faire immédiatement, qu'il y a eu des clans qui ont particulièrement prospéré à l'époque du Canada, et dont des membres sont devenus premiers ministres du Québec, premier ministre du Canada, gouverneur général du Canada, lieutenant-gouverneur du Québec, entre autres. Et c'est un peu ma recherche, c'est 25 ans de travail dans les archives. C'est un livre de 607 pages. J'ai pris l'essentiel parce que j'aurais pu faire un livre de 2000 pages, mais On touche jamais à tout. euh, je cite des textes originaux, je cite aussi des gens qui ont publié sur ces sujets-là. Ma méthode de travail, c'est que je pars d'abord de textes qui ont existé, de textes issus des archives. Je trouve ça important. Donc, moi, je parle des clans familiaux et politiques, les alliances, qui est marié avec qui est le parrain de l'autre, qui est qui est présent. Des fois, dans un mariage, c'est marqué dans les témoins, parce que faut Ouais. vraiment oublier qu'au Québec, jusqu'en 1921, si tu étais témoin d'un mariage, tu avais écrit ton nom, on demandait de signer le document. Ça, c'est extraordinaire comme preuve. Fait que des fois, tu vois dans la signature, et il nomme un nom, et ami de l'époux. Ben là, quand tu dis ami de l'époux, que tu cites, c'est que ça devait être vrai. OK? Et Ah, donc, et moi, je travaille avec ça. Moi, je voulais savoir de quel clan familiaux et politiques étaient issus les premiers ministres, notamment du Québec. Et il y a des découvertes assez frappantes que j'ai faites, notamment avec le clan Mercier, Gouin, Fauteux, le clan Tachereau. Tous des endroits Les qu'on bouchers de connaît à Boucherville. Montréal. Oui, exactement. Mais partout, le Tachereau, Ouais, partout au beaucoup Québec. dans votre coin avec la Oui, 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 on a un Pocatière et pont. compagnie. Il y a plusieurs familles de la région qui ont été impliquées là-dedans aussi. Donc, si jamais ça intéresse les gens, ils peuvent être commandés en librairie. Mon tout dernier livre, il est disponible dans quelques librairies en stock. Sinon, ils peuvent être commandés. Je vais être également. C'est-tu disponible en version digitale aussi? Non, celui-là, c'est un choix que nous avons fait de le faire un livre. On veut Un qu'il devienne livre papier, ça reste oui. dans le Puis temps. c'est comme un Ouais. livre de référence. C'est comme Ouais. parce que là, les gens il y a des tableaux, ils vont voir l'aspect généalogique. Peut-être qu'il y en a ouais. qui vont être en lien avec ces gens-là aussi. C'est intéressant pour les personnes de l'avoir comme livre de référence. C'est un choix que j'ai fait. Je vais vous dire, comme auteur, c'est plus rentable de faire des livres papier que des livres numériques. On ne voit pas souvent la couleur de l'argent pour les livres numériques. Là, je vais être Ah, franc. j'ai aucune idée. OK. Mais je vous dirais que ce qui est important,
c'est que ça devient un livre de référence. Les gens peuvent le consulter. Ouais, c'est un peu l'objectif là, quand on Oui, écrit. oui. Fait qu'on se le procure à n'importe quelle librairie ou. Librairie indépendante, je sais que il est disponible à Shippagan, il est disponible à Ottawa, à Gatineau, à Longueuil, Saint-Lambert, en stock. Il va être là dans le Salon du livre d'Edmundston, 5-6 avril, je vais être présent. Je vais être présent la semaine prochaine à Gatineau, au Salon du livre de l'Outaouais. Il peut être commandé par votre librairie préférée. Il est en stock partout. Ben, pas en stock, mais je veux dire, il peut être commandé Il est en partout. commande. Il peut être commandé partout. Donc, c'est sûr. Ça peut être commandé par votre bibliothèque municipale aussi. Ah, ben oui, c'est Alors, je intéressant. dis aux gens, si les gens, Hmm. parce que c'est un livre quand même C'est un qui est bel ouvrage à avoir en bibliothèque, ça. oui, et moi je vous dirais que ça peut permettre à plusieurs personnes de le lire également. Vous pouvez le faire commander par votre bibliothèque municipale. Moi, je crois beaucoup à la diffusion du savoir. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de Hmm. diffusion du savoir. Sinon, on peut te voir en conférence. En conférence régulièrement un peu partout. J'en fais depuis 2011 des conférences. Je fais des conférences avec l'Université du troisième âge affiliée à l'Université de Sherbrooke. Vous pouvez aller voir ça dans les catalogues de l'Université du troisième âge. On appelle ça l'UTA. Certaines de mes conférences sont dans le catalogue du réseau Biblio, des bibliothèques municipales. Vous pouvez me faire venir par votre bibliothèque municipale. Je vais en faire quelques-unes durant l'année. Les sociétés d'histoire, les sociétés de généalogie m'invite à l'occasion pour des conférences. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à ce que je vienne, il y a sur mon site web, realwood.com, vous pouvez voir les types de conférences passées. Et s'il y a un sujet qui intéresse les gens dans une région, ben, ça me fait plaisir de m'entendre et de me déplacer. Je me déplace assez facilement. Parfait, merci. Donc, si vous êtes une société d'histoire ou de généalogie, vous voulez vous voulez avoir une conférence avec Réal, ben, on vous invite à communiquer avec lui. On mettra les coordonnées en commentaire. Réal, encore une fois, merci beaucoup pour ta générosité. On se rencontre, moi et Yann, là, en conclusion de cette entrevue. Ben, merci beaucoup pour votre accueil. C'était très Merci, c'était apprécié. super intéressant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.